Je vais tout de suite passer la parole à Yvon Rioufol du Figaro qui va nous livrer ses premières réflexions sur cet islam radical. Après nous entendrons Claude Berger. Yvon Rioufol. Mon intervention sera celle d'un journaliste de terrain qui a abordé depuis longtemps, qui aborde depuis longtemps cette question et qui se heurte depuis toujours, depuis au moins en tout cas plus de 10 ans que je tiens ce bloc-notes dans le Figaro, qui se heurte à une invraisemblable indifférence de la part des médias et qui se heurte également d'ailleurs à un stupéfiant manque de discernement des pouvoirs politiques eux-mêmes sur leurs interlocuteurs. Alors je vais passer très brièvement, parce que c'était très bien abordé, sur l'aspect extérieur diplomatique de nos rapports avec l'islamisme, mais tout de même en rappelant malgré tout que notre diplomatie a toujours fait de cet islamisme modéré un interlocuteur qui semblait être valable. Or, on se rend compte aujourd'hui que cette vision du monde est même démentie, et très heureusement, par les jeunes Turcs, les Turcs eux-mêmes, en tout cas les Turcs laïcs eux-mêmes, qui nous dévoilent ce qu'est exactement le visage de cet islam modéré à Erdogan, qui devait favoriser l'entrée de la Turquie en Europe. Je passe là-dessus pour aller vite, mais enfin pour montrer à quel point tout de même nous étions endormis. Et c'est cet endormissement-là auquel je me heurte naturellement en tant que journaliste et qui fait que tous les événements qui adviennent depuis quelque temps, depuis toujours d'ailleurs, n'arrivent pas à être décrits dans leur réalité. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour être plus précis, mais le plus épouvantable de tout cela, naturellement, ayant été la tuerie de Mohamed Merah, dont on avait dit d'abord qu'elle était le fruit de l'extrême droite, bien entendu. Je vous donne une petite anecdote, et ensuite il y a eu beaucoup de réticence pour essayer d'admettre naturellement que cet antisémitisme qui avait forgé la personnalité du tueur était un antisémitisme qui pouvait se revérifier facilement dans l'ensemble des cités. Une petite anecdote, nous débattions de ça avec un confrère de l'Humanité RTL, et je vous ai remarqué lors de ce débat je m'étonnais lors de ce débat qu'il y avait eu beaucoup d'actes de résistance dans les écoles à faire la minute de silence qui avait été demandée. Et à ce moment-là, j'ai été traité de fasciste à l'antenne, ce qui fait toujours plaisir, par ce confrère. Mais il y a beaucoup d'autres cas où nous avons un aveuglement volontaire sur ce qui se passe. Les dernières en date et qui sont assez révélateurs ont été les manières dont les médias ont relaté, par exemple, ces razzias sur le Trocadéro, où très systématiquement, l'ensemble de la presse a mis en cause les supporters du PSG, qui étaient pour partie dans l'excitation, mais certainement pas dans les violences ensuite qui avaient fait brûler les voitures et casser des vitrines, sans vouloir nommer, alors même que les vidéos circulant sur Internet les montraient, sans vouloir nommer quels étaient les profils de ceux qui étaient descendus des banlieues, en criant « Paris est à nous » et en criant « Sale français ». J'ai visionné des vidéos tout à fait stupéfiantes qui n'ont pas été reprises du tout, sinon dans des blogs et sur Internet. Dieu merci, Internet existe et on est informé avec ça, qui n'ont pas été reprises par la presse. Et Libération a traité ce sujet, par exemple, dans la rubrique sportive. On pourrait dire la même chose, naturellement, de l'aveuglement de la politique sur le Qatar, bien sûr, et sur sa responsabilisation financière dans l'islamisation des cités. Et là, je dois reconnaître que Libération, qui en général déroule le tapis rouge, a fait une enquête très bonne il y a maintenant 3 semaines pour dénoncer cette islamisation, cette politique financière du Qatar dans les cités. Et cette exception confirme la règle. Et puis, très récemment, c'était avant-hier, mais je n'ai pas vu non plus d'indignation sur cette décision prise par la direction de la crèche Babylou, qui, ayant perdu son recours devant la Cour de cassation, qui a refusé d'autoriser l'interdiction d'un voile dans un lieu privé, a dû déménager de Chanteloup-les-Vignes sous la pression des islamistes qui insultaient la direction, etc. Enfin, qui avaient des façons tout à fait insupportables, qui auraient dû faire descendre dans les rues tous les laïcs, comme on le voit aujourd'hui en Turquie, et qui évidemment n'a suscité aucun intérêt. Donc on se trouve un peu, pour prendre un exemple, pour prendre une image peut-être un peu facile, mais comme l'étaient les Byzantins à la
veille de la chute de Constantine de Byzance, en l'occurrence, c'est-à-dire que l'on s'écharpe sur des... Alors les Byzantins, nous disions qu'ils s'écharpaient sur le sexe des anges, nous c'est sur la théorie du genre et sur la montée d'un pseudo-fascisme qui serait apparu à travers cette rixe naturellement épouvantable, mais qui ne correspond pas naturellement à la réalité de la France. Nous ne sommes pas dans les années 30, comme on le répète, le danger n'est pas le fascisme, la montée du fascisme comme nous sommes de le croire. Il y a au contraire une grande appétence à plus de démocratie. Si dans les années 30, naturellement, cela a débouché sur des régimes totalitaires, aujourd'hui, il y a une grande appétence du peuple et de la société civile à plus de démocratie. Et donc, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe, il faut l'analyser, bien sûr. Et l'analyser demande à essayer de décortiquer, je vais le faire naturellement très vite, ce processus d'aveuglement volontaire qui est un processus d'idéologie. Nous sommes en pleine idéologie, et cette idéologie, elle a gagné la classe politique pour une grande partie, et elle a gagné aussi les médias pour une grande partie. Et cette idéologie, elle reproduit en 2 mots, enfin d'après moi, enfin c'est vraiment complexe à étudier, cette vieille dialectique marxiste qui était de dire que l'exploitant, en tout qui opposait l'exploitant et l'exploité, et qu'il fallait naturellement porter toute sa considération à l'exploité. Aujourd'hui, cette dialectique est de dire qu'il y a le dominant et le dominé, et qu'il faut porter toute sa considération au dominé. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans un système qui s'est incliné devant cette tyrannie des minorités, c'est ainsi que de nombreux juristes la nomment, pour bien la décrire, c'est-à-dire cette pression politique qu'exerce un certain nombre de minorités protégées. Ça va du lobby homosexuel avec ce que l'on a vu sur ces dernières lois qui ne répondent dans le fond qu'au désir de 100 000 couples homosexuels, c'était les chiffres de l'INSEE, qui malgré tout bouleversent le code civil et aujourd'hui la filiation telle qu'elle avait été définie. Et cela est vrai également pour ces minorités religieuses, ces minorités ethniques, quand elles exigent d'avoir des passe-droits dans le domaine public. Et elles exigent d'avoir ces passe-droits dans le domaine public, souvent en utilisant elles-mêmes des méthodes d'intimidation qui sont totalement insupportables. Et j'en veux une preuve qui m'est arrivée hier, tout simplement. J'ai reçu, que j'ai là sur la table, j'ai reçu hier, c'est daté du 5 juin, une convocation pour me rendre à la préfecture de police de Paris, à la direction de la police judiciaire, pour être entendu comme témoin, après une plainte de l'association de défense des droits de l'homme et du collectif contre l'islamophobie en France. Je ne comprenais pas, je veux dire que je tombais des nues avec cette histoire-là. C'était après la suite à une émission qui s'est passée à RTL il y a maintenant peut-être 6 mois, que j'ai réécouté hier pour bien voir quels étaient les reproches qu'on avait pu me faire. Et cette association contre l'islamophobie ne me reproche, ne peut rien me reprocher de dérive raciste ou quoi que ce soit, bien entendu, mais me reproche simplement d'avoir critiqué sa propre vision de ce que serait une société devenue islamophobe. C'est-à-dire que cette association qui veut en fait imposer le délit de blasphème en interdisant toute critique de l'islam et de l'islamisme, aujourd'hui pousse également à faire déférer devant la justice, j'espère bien que je n'irai pas jusque-là, mais je serai patient, des journalistes qui simplement mettent en garde contre cette position-là. En 2 mots, c'était le sujet en l'occurrence, c'était nous commentions une affiche de ce comité contre l'islamophobie qui était le détournement du tableau du jeu de paume. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, la RATP avait refusé de l'afficher dans les couloirs des métros parce que cette affiche disait détournant du jeu de paume, la nation c'est nous, et elle représentait des femmes en voile et des hommes avec des barbes. Il était rajouté à la nation c'est nous en tout petit et presque de manière illisible, la nation c'est aussi nous. Et donc mon propos était de dire, pour justifier cette plainte, mon propos était de dire que cette campagne de presse était naturellement stupide car elle démontrait bien que ces associations refusaient l'intégration et s'est tenté de s'imposer, tenté de s'approprier dans le fond l'histoire française en refusant l'intégration et l'assimilation. Et dans le fond, dans cette affiche, je disais que je n'avais moi-même plus ma place puisque il n'y avait pas la place pour quelqu'un qui n'était ni barbu, ni
ni mollet. Et donc voilà un peu en deux mots l'état de la situation, qui est vraiment très insupportable. Et de mon point de vue, il s'agit, alors je lisais hier dans Le Monde l'interview de l'imam de Montpellier qui dénonçait, et c'est très bien, la salafisation des esprits, de certains esprits dans certaines cités, c'est très bien qu'un imam le dise, mais moi je vais beaucoup plus loin, je pense que, alors même qu'il y a eu à un moment donné de notre époque une lepénisation des esprits, il y a aujourd'hui une islamisation des esprits qui gagne pas seulement naturellement la cité, mais qui gagne aussi une partie des politiques qui persistent à ne rien voir de ce qui se passe. Ils gagnent bien sûr, et je sais de quoi je parle, une grande partie des médias qui également refusent de faire leur travail, de décrire ce qu'est ce formidable changement sociologique, politique, religieux qui se prépare, qui advient déjà et que l'on ne veut pas voir, et qui va même jusqu'à être défendu dans des rapports officiels. Il y a un rapport, le rapport Thuot, que l'on n'a pas bien vu venir, et moi-même d'ailleurs au début, qui était un rapport un peu technocratique, mais à la relecture de ce rapport, qui était de dire qu'il fallait réaménager, comment fallait-il aménager les principes de cohabitation aujourd'hui entre une société laïque et l'islam, et bien ce rapport Thuot faisait en fait l'avocat non pas de l'assimilation, non pas de l'intégration, qui sont les ADN de la République, mais l'avocat de l'inclusion, c'est-à-dire de dire que cette nouvelle communauté avait sa place en France simplement parce qu'elle était en France, qu'elle avait sa place en France avec ses propres règles, et donc se faisait l'avocat du multiculturalisme. Et donc sur tous ces débats-là, il y a naturellement, sur tous ces grands débats, il y a naturellement une chape de plomb qui empêche de les mettre sous les feux de la critique. Et il faut naturellement se réveiller en urgence. J'y vois, très rapidement, si je peux pour pas être trop long, je vois deux pistes. Je vois d'abord la piste naturellement de l'opinion publique qui a très bien compris quel était le danger, elle. Et tous les sondages montrent à quel point aujourd'hui il y a même une rupture très grave entre la perception de la communauté nationale et l'islam, à 70%, 80% parfois. Il y a un rejet maintenant de cet islam-là, et naturellement cela peut être très préoccupant pour la suite des événements. Et donc il faut entendre bien sûr cette société civile dont on voit qu'elle peut se mobiliser maintenant sur des questions sociétales, et Dieu sait si cette question est une question sociétale. Et il y a aussi bien sûr toujours cet espoir que l'on a d'entendre la communauté musulmane elle-même, et on en entend quelques voix, mais toujours des voix éparses, se mobiliser bien entendu pour mettre en garde contre cette salafisation des esprits certes, cette islamisation des esprits surtout. Et j'attends que ces manifestations extraordinaires que l'on a pu voir des Turcs eux-mêmes pour dénoncer l'islamisation de leur propre société, j'attends de voir que ces manifestations adviennent aujourd'hui à Paris. Mais je crains qu'il faille attendre